Chimamanda Ngozi, autour de ton cou. Cellule 1. La première fois que notre maison a été cambriolée, c'était notre voisin Osita qui avait grimpé par la fenêtre de notre salle à manger et volé notre télé, notre magnétoscope et les cassettes de Purple Rain que mon père avait rapportées d'Amérique. La seconde fois, le second cambriolage, c'était mon frère Namabia qui avait simulé une effraction et volé les bijoux de ma mère. Ça s'est passé un dimanche. Mes parents, étant partis rendre visite à nos grands-parents dans notre ville natale, Namabia et moi sommes allés seuls à la messe. C'est lui qui a conduit la Peugeot 504 verte de ma mère. Nous nous sommes assis côte à côte à l'église, comme nous en avions l'habitude, mais sans échanger de coups de coude, ni de rires étouffés devant le chapeau hideux d'une telle, ou le cafetan élimé d'un tel. Car Namabia est parti sans un mot au bout d'une dizaine de minutes. Il est revenu juste avant que le prêtre dise « La messe est finie, allez en paix ». J'étais un peu vexé. Je supposais qu'il était parti fumer et voir une fille, profitant de disposer pour une fois de l'auto à lui seul, mais il aurait pu me dire où il allait au moins. Nous avons fait le trajet du retour en silence, et lorsque Namabia s'est garé dans la longue allée de notre maison, je me suis attardé pour cueillir des fleurs d'Ixora pendant qu'il ouvrait la porte. En entrant, je l'ai trouvé planté au beau milieu du salon. « On a été cambriolé !» m'a-t-il dit en anglais. Il m'a fallu un moment pour comprendre, pour accuser réception du désordre de la pièce. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver que ces tiroirs, grands ouverts, avaient quelque chose de théâtral. Comme si l'auteur du délit avait voulu impressionner ceux qui le découvriraient. Peut-être était-ce tout simplement que je connaissais si bien mon frère. Plus tard, au retour de mes parents, quand les voisins commençaient à s'attrouper pour dire « ndo » en claquant des doigts et secouant les épaules, j'ai compris, assise seule en haut dans ma chambre, quel était ce malaise au creux de mon ventre. C'était Namabia qui avait fait le coup, je le savais. Mon père le savait aussi. Il a fait remarquer que les lames orientales de la fenêtre avaient été retirées de l'intérieur et non de l'extérieur. Namabia était bien trop intelligent pour une telle erreur, peut-être avait-il dû se dépêcher pour arriver à l'église avant la fin de la messe. Et que le cambrioleur savait exactement où se trouvaient les bijoux de ma mère, dans le coin gauche de sa malle en métal. Namabia a rivé sur mon père un regard aussi solennel qu'offensé et dit « Je sais que je vous ai causé d'horribles souffrances, à tous les deux, mais par le passé. Mais jamais je ne bafouerai votre confiance de cette façon. » Il parlait en anglais et employait des mots inutiles tels que « terrible confiance » et « bafouer », comme il le faisait toujours lorsqu'il était sur la défensive. Là-dessus, il est sorti par la porte de derrière et n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Ni le lendemain soir, ni le surlendemain soir, il est revenu 15 jours plus tard. Hâve en pleurs, la laine chargée de bière, en disant qu'il s'excusait, mais qu'il avait mis les bijoux en gage chez des commerçants Haoussa d'Enugu et que tout l'argent était dépensé. « Combien t'ont-ils donné pour mon or ?» a demandé ma mère. Et sa réponse, elle a porté les mains à la tête et crié « Oh, oh, Chime Egbuo M. Mon Dieu m'a tué. » À croire qu'elle trouvait que la moindre des choses eût été qu'elle en obtienne un bon prix. Qu'il en obtienne un bon prix. Je l'aurais giflé. Mon père a demandé à Namabia d'écrire un rapport, comment il avait vendu les bijoux, en quoi il avait dépensé l'argent, avec qui il l'avait dépensé. Je ne pensais pas que Namabia dirait la vérité, mais je ne crois pas que mon père s'y attendait non plus. Mais il aimait les rapports, mon professeur de père, il aimait que les choses soient dûment consignées et documentées. Par ailleurs, Namabia avait 17 ans et une barbe taillée avec soin. Il se trouvait dans cet intervalle entre le lycée et l'université. Trop âgé pour les coups de bâton,
qu'aurait pu faire mon père, une fois que Namabia eut écrit le rapport, il l'a rangé dans le bloc-tiroir en acier de son cabinet de travail, où il gardait nos documents scolaires. Quand je pense qu'il a pu faire une peine pareille à sa mère, a marmonné mon père. Et c'est la dernière chose qu'il en a dite. Namabia, pourtant, n'avait pas cherché à lui faire de la peine. Il avait agi de la sorte parce que les bijoux de ma mère étaient les seuls objets de valeur à la maison. Toute une vie d'articles en or massif amassés tour à tour. Il avait agi de la sorte aussi parce que d'autres fils du professeur le faisaient. C'était la saison des vols dans notre paisible campus de Nsuka. Ces garçons, qui avaient grandi avec Sesame Street et Enid Blyton, mangeaient les cornflakes au petit déjeuner toute leur enfance durant et portaient des sandalettes soignées, cirées, pour aller à l'école primaire du personnel universitaire. Les voilà qui découpaient aujourd'hui les moustiquaires des fenêtres de leurs voisins en retirant les lames de verre et grimpaient dans les maisons pour voler les télévisions et magnétoscopes. Nous connaissions les voleurs. Le campus de Nsuka était tellement petit, avec ses maisons alignées dans ses rues bordées d'arbres, séparées seulement par des haies basses, que nous ne pouvions pas ne pas savoir qui volait. Pourtant, quand leurs parents, tous professeurs, se croisaient au club des enseignants, à l'église ou à une réunion du conseil de faculté, ils continuaient de se plaindre de la racaille de la ville qui venait commettre des cambriolages dans leur sacro-saint campus. Les garçons qui volaient étaient les plus populaires. Le soir, ils prenaient la voiture de leurs parents et roulaient le siège reboussé en arrière, bras tendus pour tenir le volant. Osita, le voisin qui nous avait délesté de notre télévision quelques semaines à peine avant l'incident de Namabia, était agile et beau. Dans le genre ténébreux, il se mouvait avec une grâce féline. Ses chemises étaient toujours impeccablement repassées. Lorsque je regardais de l'autre côté de la haie et que je l'apercevais, je fermais les yeux et je m'imaginais qu'il avançait vers moi, qu'il venait me prendre. Il ne me remarquait jamais. Le jour où il nous a cambriolés, mes parents ne sont pas allés chez le professeur Eboubé lui demander d'exiger de son fils qu'il nous rapporte nos affaires. Ils ont dit en public que c'était la racaille de la ville. Mais ils savaient que c'était Osita. Osita avait 2 ans de plus que Namabia. La plupart des garçons qui volaient étaient un peu plus âgés que Namabia, et peut-être était-ce la raison pour laquelle Namabia n'avait pas cambriolé la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne se sentait pas assez âgé, pas assez qualifié, pour s'attaquer à plus gros morceaux que les bijoux de ma mère. Namabia était tout le portrait de ma mère, avec son teint de miel, ses grands yeux et sa bouche généreuse aux courbes parfaites. Lorsqu'il nous emmenait au marché, les marchands la halaient. « Eh, madame, pourquoi avez-vous gaspillé votre peau claire sur un garçon et laissé la fille si brune ? Qu'est-ce qu'il fabrique avec toute cette beauté, le garçon ?» Et ma mère gloussait comme si elle assumait avec plaisir malicieux la responsabilité du physique avantageux de mon frère. Quand à l'âge de 11 ans, Namabia a cassé le carreau de sa salle de classe d'un jet de pierre, ma mère lui a donné de l'argent pour le remplacer sans en dire un mot à mon père.